Bien, bonjour à tous. Alors, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie là pour cette dernière présentation. Écoutez, je vais essayer de vous maintenir encore un petit peu éveillé. Alors, et pas de faire de vous des zombies, hein, encore plus. Oui. C'est bon, on voit bien? Ouais, super. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la figure du zombie dans les jeux de rôle, et plus particulièrement dans un jeu de rôle, Donjons et Dragons, qui est le plus connu, un des jeux qu'on considère comme fondateur de ce genre. Et je vais vous parler plus précisément de quelques influences culturelles et de la façon dont cette figure a évolué à travers les différentes éditions de Donjons et Dragons. Parce qu'on va voir justement que au fur et à mesure du temps, ça change, ça se développe. Donc pour la petite histoire, on va dire, moi-même j'ai fait des recherches, j'ai fait une thèse en fait sur l'utilisation de la mythologie nordique dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs plus particulièrement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment dans la culture populaire, on trouve encore des références à certaines cultures traditionnelles du monde entier, et puis comment justement ça se retrouve, s'est transformé et réapproprié dans ces productions des industries culturelles. Voilà. On va voir comment le zombie est justement un mélange de diverses traditions. Donc je vais vous parler d'abord du commencement, hein, d'un jeu qui s'appelle Chainmail. Je vais vous expliquer un peu plus en détail et les premières éditions de Donjons et Dragons. Ensuite, je vous montrerai que la figure du zombie va à la fois s'uniformiser mais aussi se diversifier quand on va passer à des éditions avancées, ce qu'on appelle ADD, Advanced Dungeons and Dragons, qui sont des règles plus complètes dans un deuxième temps. Et ensuite, on verra encore comment, dans les éditions les plus récentes des années 2000, en fait, dans de la troisième à la cinquième édition, on passe en fait plutôt du zombie à quelque chose qu'on pourrait appeler la zombification. Parce qu'en fait, là aussi, ça va encore s'appliquer à divers types de créatures. Voilà. Pour la petite histoire des éditions de Donjons et Dragons. Alors déjà, est-ce que les gens... Il y a des joueurs dans la salle? Des gens qui savent ce que c'est Donjons et Dragons, ou est-ce que tout... Alors, donc comme je vous disais, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle, ce qu'on appelle un jeu de rôle papier ou un jeu de rôle sur table, hein, qui est en fait une sorte de jeu de société où chacun des joueurs incarne un héros au sein d'une aventure, et puis un maître de jeu qui en gros plante le décor et met en scène le scénario dans lequel évoluent les joueurs. Alors, si vous connaissez la série Stranger Things, qui est sortie l'année dernière sur Netflix, en fait, les enfants jouent à Donjons et Dragons au début de la série, donc ça commence là-dessus. En fait, il y a plein de références tout au long des épisodes à ce jeu, hein, c'est vraiment inspiré de ça. Donc, par la narration, on crée une aventure qu'on construit tous ensemble, et en fait, on improvise des actions par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'on se raconte. Voilà, en gros. Et un des jeux fondateurs, ou qu'on considère comme fondateur du jeu de rôle, c'est, je vous disais, Donjons et Dragons. Et là, vous avez un petit schéma des différentes éditions. Donc de la première, Donjons et Dragons, en 1974, à aujourd'hui, hein, vous savez, Donjons et Dragons 5, qui est ici. Ah oui, mais vous voyez pas les... Voilà. Alors, Donjons et Dragons 1974 là en bas, et donc ça va se développer de plusieurs manières. Et ensuite, ADD, dont je vous parlais ici, jusqu'à donner aujourd'hui Donjons et Dragons 5, ça y est, c'est traduit en français, malgré tous les débats qu'il y a pu avoir. C'est en train de sortir. Voilà, j'attends avec impatience le manuel des monstres, et comme ça j'aurai encore plus de matière sur les zombies, qui doit sortir d'ici très peu de temps. Vous voyez, ça c'est intéressant, donc deux branches parallèles, hein. À un moment, il y a Donjons et Dragons qui se développe dans un coin, et donc Advanced Dungeons and Dragons qui est là, et ensuite les deux vont se réunir pour redevenir Donjons et Dragons. Ça, au fur et à mesure, vous verrez justement les évolutions de la figure du zombie. Donc on revient à une franchise unique à la fin. Mais avant, parce que ça c'est important aussi, avant Donjons et Dragons, il y avait un jeu qui s'est appelé Chainmail, comme je vous disais, qui est un peu un jeu précurseur du jeu de rôle, qui est paru pour la première fois, on m'entend bien là, paru pour la première fois en 1971. Donc c'est toujours début des années 70. Et c'est intéressant parce qu'on a vu tout au long de la journée, là je ne vais pas revenir dessus, hein, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, et au cinéma, en fait, les films de zombies là, de Romero, c'est fin des années 60.
Et là, on est au tout début des années 70, donc ça a aussi une vraie influence sur le développement de ces jeux. Et en fait, Chainmail, c'est un jeu de stratégie de bataille, et les gens qui jouaient à ce genre de jeu aux États-Unis, ce qu'on appelle des wargamers, donc des gens qui font du jeu de guerre ou du jeu de stratégie avec des figurines. Ça, c'est très important. Donc, ils remettent en scène des batailles, et notamment des batailles médiévales, grâce à leurs figurines, et puis des règles plus ou moins compliquées pour les mettre en scène. Ils sont organisés en clubs, ces personnes, et ils vont souvent inventer leurs propres règles et publier ces règles dans les magazines de leur association. Donc des magazines locaux qui se diffusent en interne. Et en fait, Chainmail va être dérivé de ces pratiques-là, associatives et de publications de fans, presque on pourrait dire. Donc semi-professionnel, si on veut. Et là, vous avez la couverture déjà de la 3e édition de Chainmail, c'est pour l'instant le seul PDF en ligne. Il y a les autres éditions sont pas libres de droit, elles n'ont pas été diffusées malheureusement. Donc, si on regarde d'un peu plus près le sommaire, ou la table des matières de ce jeu, donc on voit effectivement des règles pour les batailles médiévales avec des figurines, miniatures. Et en fait, ce jeu, c'est essentiellement des règles, donc il ne va pas y avoir... J'ai avancé trop vite, il faut que je fasse attention avec le bas. Il ne va pas y avoir de background, donc ça ne décrit pas un univers, parce qu'en fait, là, l'univers, c'est notre monde et c'est l'histoire. C'est pour ça qu'on recrée des batailles historiques. Mais par contre, ce qu'ils vont rajouter, les auteurs, et il y a notamment parmi ceux-ci Gary Gygax, qui sera un des auteurs de Donjons et Dragons, c'est ce supplément fantasy. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des éléments surnaturels, notamment des monstres. Alors vous pouvez voir qu'il y a ou des héros, alors des halflings, des hobbits, mais ils n'ont pas le droit de dire hobbits, des nains, des gobelins, des elfes, des orques, des héros, des super-héros, des sorciers, des fantômes, des lycanthropes, des géants, etc. Alors là, on ne voit pas de zombies là-dedans, mais il y a quelques morts vivants. Alors, ce supplément fantasy, il est très inspiré de l'œuvre de Tolkien, mais pas que. Il y a aussi, c'est inspiré d'autres auteurs comme Robert Irvin Howard, qui a écrit les nouvelles de Conan, de Moorcock, le cycle d'Elric, de Jack Vance, Dying Earth. Voilà, donc c'est en fait inspiré de plusieurs auteurs de fantasy. On fait essentiellement référence à Tolkien, mais il y en a d'autres. Et alors, en fait, on a retrouvé récemment que ce supplément fantasy aurait pu être inspiré par d'autres règles écrites par Leonard Patt, dans un tout petit... Justement, je parlais de ces magazines tout à l'heure dans lesquels publiaient ces joueurs. Donc il y avait un magazine qui s'appelait The Courier. Il avait fait alors je vous dis, c'était pour la New England Wargamer Association, donc l'association des joueurs de stratégie ou des wargamers de la Nouvelle-Angleterre. Et il avait proposé en 2 pages, et vous les avez ici, c'est Rules for Middle-earth, donc les règles pour jouer dans la Terre du Milieu avec des jeux de figurines. Et en fait, on trouve un certain nombre d'éléments qui vont inspirer ensuite Chainmail. Donc là, on est en 1970, je vous disais, donc vous avez des dragons, des sorciers, des ents, quelque part par là, des orques, puis des héros et des anti-héros. Ça aussi, c'est des types de personnages qu'on va retrouver ensuite. Et c'est 2 pages publiées dans un magazine qui lance un petit peu justement les publications pour les wargames dans les jeux de fantasy. Et donc, alors, où est-ce qu'il est notre zombie dans tout ça? Alors il faut aller voir dans cette 3e édition de Chainmail, dont je parlais tout à l'heure, et j'ai récemment discuté échangé par mail avec un chercheur américain qui travaille sur l'histoire de Donjons et Dragons et de Chainmail. Apparemment, dans la 1re et dans la 2e édition, il n'y a pas encore de mention qui est faite. Mais il faut bien regarder dans les détails, parce que c'est dans cette description de ce monstre qu'on appelle des Wight, et auquel on va rajouter d'ailleurs les ghouls, que tout à la fin, on va nous dire que les zombies font partie de cette classe, mais ils attaquent différemment. Donc en gros, les règles seront différentes pour eux. En gros, donc là vous avez les Wight, c'est des figurines à pied, donc foot figure, qui attaquent comme un cheval léger, mais se défendent comme un cheval lourd. Ça veut dire qu'ils encaissent très bien.
Hein, c'est vrai que c'est difficile de leur taper dessus, par contre ils tapent un peu moins fort, donc ça demande des règles spécifiques. Ils peuvent voir dans le noir, etc. Et en fait, le zombie, ça va être pareil, sauf qu'au lieu d'être un cheval léger, un cheval lourd, il va attaquer comme un orc et se déplacer comme un gobelin. Vous avez là. Donc ça, en fait, ça donne à chaque fois que des règles. Alors en plus, ils peuvent voir dans le noir, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on commence déjà à voir apparaître une classe de morts-vivants. Sachant que les Whites, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, c'est essentiellement inspiré par la tradition germano-scandinave, alors que la goule est inspirée de traditions arabes et perses, hein, et le zombie est haïtien. Mais on voit déjà que ça forme un espèce de groupe de morts-vivants, et donc il y a une vision des morts-vivants un peu globale et mélangée qui commence à se construire, et ça va être de plus en plus présent. Alors, quand même pour la petite indication, moi je discutais avec Jon Peterson, donc qui a écrit Playing at the World, si jamais vous lisez l'anglais et que vous voulez connaître des choses sur l'histoire de Donjons et Dragons, c'est un super bouquin, c'est un peu gros, ça fait un peu plus de 500 pages, 600 pages, et puis il a un blog parce qu'il trouvait que 600 pages c'était trop petit pour dire tout ce qu'il avait à dire. Il continue ses recherches, mais donc notez ce nom, Jon Peterson, J-O-N tout simplement. Bon, c'est vraiment très, très sympa pour ceux qui s'intéressent à ce domaine. Donc, voilà pour une des premières mentions, et je disais, donc Jon Peterson, il m'a dit que dans les drafts, donc dans les premiers brouillons de Donjons et Dragons qu'on a pu retrouver, il y avait déjà la mention du zombie. Donc ça veut dire que peut-être qu'en fait l'idée du zombie était déjà introduite un peu avant cette 3e édition de Chainmail, mais en tout cas c'est au plus tôt 73, et la 3e édition de Chainmail ici c'est 75, donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Hein, autour de 73, 74, 75. Pour l'instant, c'est pas très précis. Puis on n'a pas les références directes qu'ils utilisent, mais il faut savoir juste que c'est à peu près dans cette période-là. Donc, ouais, voilà pour les premières mentions. Maintenant, je vous disais, donc les Whites, c'est une référence aux traditions germano-scandinaves, et c'est un emprunt, là, pour le coup, à Tolkien. Chez Tolkien, on va trouver un monstre, que lui appelle un Barrow-wight, et qui a été traduit en français. Alors, il y a plusieurs traductions, soit c'est l'esprit des tertres ou l'être des Galgal. Alors la scène, je vous la raconte brièvement. C'est dans la communauté de l'anneau, hein, le premier volume. Les hobbits, les 4 hobbits, traversent une région qui s'appelle les Hauts des Galgal, après avoir quitté Tom Bombadil. Ils font une pause près d'une pierre dressée, hein, au milieu de collines, il y a une pierre dressée, qui est étrangement froide malgré le soleil qui frappe directement dessus, et ils s'endorment. Le problème, c'est qu'ils se réveillent à la nuit tombée, alors qu'ils devaient avoir quitté ces terres rapidement, et à ce moment-là, ils se font piéger par la brume, hein, ils essayent quand même de partir, mais ils se font piéger et attraper par un monstre, et donc en essayant de fuir, ils se font capturer par un être qui est sombre et aux yeux luisants, et dont le toucher les endort. Donc, dès qu'ils sont touchés, en fait, ils tombent dans une espèce d'état cataleptique. En fait, c'est seulement grâce à son courage que Frodon se réveille, arrive à faire face et fait appel à Tom Bombadil qui vient sauver les hobbits de cette créature en chantant une chanson qui repousse cet être. Donc, c'est un monstre mort-vivant. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette scène, c'est que quand Frodon se réveille, il voit ses acolytes qui sont couchés dans un espèce de linceul blanc et entourés de trésors. Et en fait, ça, c'est une référence au tumulus où on enterrait souvent des chefs. Alors ça c'est très présent, pas que dans le monde germano-scandinave, mais à la période viking, on va faire des sépultures particulièrement somptueuses pour les chefs et les enterrer dans des tertres avec énormément de trésors. En fait, la manière dont la scène est décrite, c'est vraiment, ils sont là comme des rois et entourés d'épées, de bijoux. Donc la mise en scène, si vous voulez, fait directement référence à ces tumulus ou à ces tertres, ces tombes de chefs. Voilà. C'est de là que vient ensuite le terme de White qu'on retrouve dans Chainmail et dans Donjons et Dragons. Pour l'étymologie du terme, hein, White, ça vient du vieil anglais wit, qui peut vouloir dire l'être vivant, la créature ou la personne. Donc au départ, ça désigne même pas un mort vivant. Hein. Du proto-germanique witty, pour ceux qui s'intéressent là aussi à l'étymologie, et qu'on va retrouver, ou qui va faire le lien avec le vieux norrois, vetter, qui est la chose ou la créature. Et barrow, ça, en vieil anglais, donc, enfin du vieil anglais beorg, ça désigne le colline ou le tertre,
Et c'est un terme qui était désuet depuis 1400, mais qui a été repris par l'archéologie moderne, donc remis au goût du jour bien plus tard. Alors c'est drôle parce qu'en fait Galgal, c'est aussi un terme qui a été inventé par l'archéologie récente du 19e siècle. En fait, ça vient de Gal, qui veut dire caillou, et qui a donné galet. Un galet, un caillou. Ben voilà. En fait, l'archéologie contemporaine a créé le terme de Galgal, d'où cette traduction, l'être des Galgal. Voilà. Et ce terme de Barrow White, en fait, Tolkien va l'emprunter à la traduction, enfin à William Morris et Eirik Magnusson dans leur traduction de la Grettis Saga, donc il y a une saga islandaise où on trouve un mort-vivant dedans. Donc en fait, c'est à eux qu'on doit le terme. Donc on voit bien qu'il y a là une filiation entre les sources médiévales scandinaves, quelques auteurs anglais et puis les jeux de rôle américains. Qu'est-ce qu'il aura donné le White? Parce qu'il va évoluer, il va aussi évoluer dans son propre, de sa propre façon par rapport aux zombies dans les jeux. Donc il va devenir en fait, dans les traductions françaises, le nécrophage. Donc c'est un des monstres morts-vivants qu'on retrouve dans Donjons et Dragons. Donc vous l'avez là, et ici il est présenté comme un esprit mort-vivant qui habite le corps ou un corps mort. Donc vous avez ici une petite illustration de ADD. Alors regardez-la bien, parce que je vous en montrerai une plus récente à la fin de la présentation. Et donc le White sera traduit ou deviendra le nécrophage. Pour revenir à Chainmail, autre point intéressant sur la manière dont se structure le jeu, donc pensez les processus de structuration, là, il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal. Ce que disent les auteurs, c'est que on ne peut pas rigoureusement séparer le bien et le mal, par contre on s'appuie sur une axiologie entre l'ordre et le chaos. Law and chaos. Et vous voyez qu'en fait, les gobelins, les kobolds... Merde. Pardon. Oh, j'ai dit merde à la télé. Je l'ai redit. Donc, je vais reprendre mon laser. Hop. Dans le chaos, on a les gobelins, les kobolds, les orques, les anti-héros, les ordres, etc. Et les whites. Alors, il n'y a pas les zombies, mais il fait partie de la catégorie white. Donc, tout ce qui est mort-vivant, en fait, c'est du côté du chaos. On va dire c'est plus ou moins, c'est quand même mauvais, même si on ne dit pas que c'est le mal, c'est quand même plutôt mauvais, puisque voilà, les héros ou même les super-héros, ils sont là, et les anti-héros, ils sont par là. Donc on est du côté des créatures mauvaises, et ça on va le retrouver dans les descriptions ensuite, c'est que les zombies sont relevés par des sorciers ou par des clercs mauvais, enfin des prêtres mauvais. Donc voilà pour le situer un peu là dans la structure du jeu. En fait, c'est important cette séparation entre la loi et le chaos. Bon, déjà, là, on voit une inspiration de Moorcock dont je parlais tout à l'heure. C'est pas de Tolkien que vient ça, mais d'un autre auteur de fantasy. Et c'est très présent aussi pour la manière dont on va constituer des armées dans des wargames de fantasy. Est-ce que ça sera les forces du chaos ou les forces de la loi? Donc c'est à ça que ça leur sert aussi, entre autres, en termes de règles. Dans Donjons et Dragons, donc maintenant, on passe au jeu de rôle. Donc là, vous avez une photo d'une des premières boîtes qui a été publiée. Donc voilà comment c'était présenté. C'était une boîte brune avec un autocollant blanc. Donc on appelle ça la white box, pardon. Mais elle était brune en fait. Et dedans, vous avez 3 livrets. Men and Magic, donc qui va décrire les personnages et la magie, les sortilèges qu'ils peuvent utiliser. Monsters and Treasure, qui est donc les monstres et les trésors qu'on récolte, bien entendu, quand on a tué le monstre. C'est aussi classique. Et un 3e manuel qui s'appelle The Underworld and Wilderness Adventures, qui est en fait le monde souterrain et les contrées sauvages. Et ça décrit des lieux où peuvent se passer des aventures. Donc là, vous avez des plans pour l'équivalent d'un donjon, par exemple, avec des différents souterrains, ou aussi comment est-ce qu'un château est protégé, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la nature. Donc là, on est plutôt du côté du guide du maître aujourd'hui. Donc, ce qui va aider au maître du jeu à mettre l'aventure en place. Voilà, mais que les joueurs ne doivent pas savoir à l'avance, bien entendu, parce que si vous avez le plan, c'est trop facile, vous allez directement sortir du donjon. Voilà. Et dans la boîte blanche, où est-ce qu'on va retrouver les zombies? C'est dans ce volume 2, Monsters and Treasures, qui contient d'ailleurs une référence à Chainmail. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les monstres ils sont organisés de cette façon. Alors c'est pas un scan de l'original, mais c'est quand même comme ça que c'est présenté. Vous allez avoir tous les morts vivants les uns à la suite des autres. Donc vous avez les squelettes et les zombies qui d'ailleurs forment une seule classe là pour l'instant, les ghouls,
White, dont on a parlé, Wraiths, qui sont des espèces de fantômes, les momies, donc là, inspiration égyptienne, des spectres et des vampires, inspiration plutôt slave. Mais en tout cas, là, on voit que continue, ici, cette espèce de taxonomie, comme j'ai dit, donc de catégorisation de monstres morts-vivants. Ça veut dire qu'ils appartiennent, enfin, ils sont tous plus ou moins dans le même état. Donc il y a un état partagé qui permet d'en faire une catégorie à part, qui est celle des morts-vivants, comme je vous disais. Et là, donc, on a des inspirations de plein de traditions culturelles différentes. Je vous le disais, slaves, égyptiennes, arabes, germano-scandinaves, haïtiennes. Tout ça au sein de la même catégorie. Donc il y a une espèce de rassemblement, de syncrétisme là, au sein du jeu. Si on s'intéresse un peu plus spécifiquement aux zombies, donc squelettes et zombies, aussi, ils agissent seulement suivant les ordres de la personne qui les a relevés. Alors ça peut être un utilisateur de magie, donc ça va être les sorciers, ou un clerc, un prêtre, du chaos, donc un prêtre plutôt mauvais. Ils sont plutôt faibles, en fait si on suit les règles là, ils ne sont pas très très puissants, par contre ils sont nombreux. Donc ils n'ont aucune volonté propre, ça aussi ça renvoie à la tradition haïtienne, c'est-à-dire c'est des gens à qui on a enlevé leur volonté. Je reviendrai tout à l'heure sur cette tradition haïtienne un peu plus spécifiquement, mais souvent les zombies c'est des gens à qui on a enlevé une partie d'âme, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de volonté. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve aussi bien dans les films que sur plein de supports médiatiques, cette figure du zombie, la manière dont on la trouve aujourd'hui dans la culture populaire. Donc faibles, nombreux, sans volonté, et donc plutôt du côté mauvais. Et en termes de structuration du jeu, il y a autre chose d'intéressant, ça va être que les ennemis principaux des morts-vivants, c'est les prêtres. Et en fait, cette table-là, c'est la table de résolution lorsqu'un prêtre essaye, dans l'aventure, de repousser les morts-vivants. Donc suivant si le prêtre est fort ou pas, donc après ça va devenir les niveaux. Un personnage il progresse en niveau, plus il monte en niveau, plus il devient fort. Au début de Donjons et Dragons, en fait ils avaient des titres, c'était pas des niveaux, donc il était acolyte, adepte, prêtre, vicaire, curate, je sais pas c'est quoi, évêque, lama ou patriarche. Et plus il est fort, plus il peut repousser facilement, voire détruire, c'est pour détruire, ces morts-vivants qui eux aussi sont classés par niveau de puissance. Donc on voit que le squelette c'est le moins fort, ensuite il y a le zombie, la ghoul, le white, donc nécrophage, wraith, le fantôme, la momie, le spectre, et le vampire qui est le plus fort à ce moment-là. Donc là aussi alors il y a deux structurations en fait là. Une qui est une opposition, j'y reviendrai encore tout à l'heure, entre la religion et les morts-vivants, les prêtres qui représentent des dieux et les morts-vivants. Donc c'est une vision très chrétienne aussi. Repenser aux exorcismes qu'on fait quand on veut repousser des démons ou des fantômes dans une maison. Donc ça, c'est une opposition chrétienne entre la religion et le mort, ou la mort. Et donc cette classification-là de puissance. Il y a aussi un moyen pour les sorciers d'animer les morts. Donc ça c'est pour les sorciers qui seront plutôt mauvais. Donc on commence à voir aussi des sortilèges pour nos amis sorciers, ce qu'il n'y avait pas dans Chainmail encore. Donc la possibilité pour un sorcier d'animer, de créer des zombies ou des squelettes par la magie. Et en fait il faut savoir que dans Donjons et Dragons, le magicien c'est le personnage avec le plus d'intelligence. Donc en fait, l'érudition, l'intelligence, ça va être lié à, à ses capacités. Donc en fait, c'est les personnages les plus érudits. Où est-ce que je veux en venir par là? C'est qu'en fait, la magie, du coup, devient un pendant de la science. C'est-à-dire c'est vraiment les personnages ingénieux qui ont un savoir, mais un savoir qui peut être obscur, un savoir qui peut être caché, un savoir interdit aussi. Donc c'est en fait, le nécromancien, c'est presque un pendant de la figure du savant fou. Parce que c'est celui qui sait, et c'est celui qui sait comment faire, et qui sait comment relever les morts, comme le savant fou qui fait de la recherche sur des cadavres, pour repenser au docteur Frankenstein. Des images de savant fou, vous en avez plein, Lovecraft, Herbert West, Reanimator, voilà, dans les pulps, tout ça c'est plein de références qu'on trouve, et donc on peut faire ce parallèle-là. Donc dans les mondes de fantasy, le magicien vient remplacer le savant, ou le scientifique, si on veut. Le savoir amène à la magie, plutôt.
Alors, tout ça, je vous disais, ça évolue. Donc voilà la fameuse boîte rouge, peut-être que quelques-uns d'entre vous ont connu. Alors il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé par cette fameuse boîte d'initiation, apparue en 1983. C'est des règles simplifiées. En fait, vous avez le début des règles, et dedans, dans cette boîte, et ça aussi c'est un point important pour notre figure du zombie, vous le retrouvez comme un des monstres, si vous voulez, classiques du jeu. C'est-à-dire si on fait une introduction à Donjons et Dragons, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des zombies dans le coin. En tout cas, il est présent. Donc c'est un monstre classique dans la culture populaire ludique. Et alors, notez aussi un autre point là, dont on rediscutera après, c'est que les zombies ici sont des morts vivants d'origine humaine ou demi-humaine. Et ça va... donc, les zombies, c'est forcément ou des humains ou des demi-humains. Ça va changer par la suite. Toujours le Vadé Rétro. Donc le prêtre. Alors là, maintenant, on a les niveaux. Donc en fonction de son niveau, ici, vous voyez, comme je vous disais, la boîte rouge, en fait, c'est que les premiers niveaux. C'est vraiment une introduction au jeu, donc jusqu'au niveau 3. Et en fonction du niveau, on va voir s'il peut repousser les squelettes, les zombies ou les ghouls, et puis bon, les whites. Puis après, il n'y a pas les autres. Mais voilà. Donc ce principe-là du Vadé Rétro, donc de cette opposition, est toujours présent. Donc je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de ces questions de structuration, parce que c'est ce qu'on essaye de trouver aussi quand on fait de la recherche en SHS, c'est-à-dire des modes d'organisation de l'expérience, comment les choses sont ordonnées et comment on peut les comprendre. Donc là, on a une opposition entre la foi religieuse et la mort. Je vous disais tout à l'heure la question de l'exorcisme, ça renvoie donc à une influence chrétienne. Il faut aussi savoir que très souvent les chrétiens ont considéré les autres traditions, à partir du moment où ça ressemblait à des croyances ou que c'était proche, comme quelque chose de païen ou quelque chose de démoniaque. Et ça on le retrouve que ce soit pour les traditions scandinaves, que ce soit pour les traditions sibériennes. J'ai travaillé un peu sur la figure du chaman, et en fait le chaman, au départ, c'est un prêtre du diable. Dans les toutes premières descriptions qu'on a du chaman, on l'appelle prêtre du diable. C'est-à-dire il a la même fonction, par contre il n'a pas la même allégeance. Donc voilà, on démonise à tour de bras. Tout ce qui n'est pas chrétien, c'est forcément pas bon, ou des fois c'est du mal compris aussi. Il faut remettre un peu les gens dans le droit chemin. Donc on retrouve ça un petit peu, si vous voulez, dans cette opposition entre les prêtres, les personnages de prêtres et les morts vivants, qui viennent, comme je vous le disais, de ces différentes traditions. Deuxième mode de catégorisation, donc niveau de puissance là, des morts vivants. Les plus simples, c'est ceux qui n'ont pas d'esprit, ou les plus faibles, pardon, ceux qui n'ont pas d'esprit, donc les squelettes et les zombies. C'est juste des corps animés ou des bouts de corps animés. Alors que les plus puissants, c'est ceux qui ont une volonté propre. Donc là aussi, il y a une prédominance de l'esprit sur le corps. Dans la puissance. Tant qu'on a de la volonté, tant qu'on a du libre arbitre, on a plus de 10 minutes. Oui, c'est bon. Donc plus on est, c'est l'esprit finalement qui fait la puissance du monstre. Ce qui est important aussi, c'est ce mode de classification, il est spécifique au jeu des différents morts vivants entre eux. Donc il faut éviter de le plaquer ailleurs, c'est souvent des questions qu'on se pose finalement, est-ce que le zombie il est plus fort que le vampire ou pas, on ne sait pas trop. Et en fait, c'est un peu, c'est quoi le plus fort entre l'éléphant ou l'hippopotame En fait, dans différentes productions, dans des différentes œuvres, en fait, ça va changer au fur et à mesure du temps. Il y a des œuvres où en fait la goule, c'est la femelle ou la femme du vampire. Donc les deux sont liés, et en fait ça change tout le temps. Donc on ne peut pas juste replaquer ce type de classification sur tous les morts vivants. Viendra ensuite, donc là on va pouvoir accélérer un tout petit peu, ADD, donc les règles avancées de Donjons et Dragons. Donc, le zombie, toujours présent dans le premier manuel des monstres de Donjons et Dragons. Donc là vous avez une belle illustration du zombie en train de pourrir et qui marche, les bras en avant, l'air hagard, comme dans les films de zombies. Donc là, vous avez le texte en grand. Donc c'est des cadavres animés, de morts vivants, contrôlés par des clercs ou des magiciens manqués. Donc le texte est quasiment le même. Alors je reviens maintenant à un petit retour ethnographique à la figure ou aux traditions haïtiennes. En fait, ce qu'on voit depuis le début, c'est que ces jeux, et c'était déjà le cas des films, notamment on en a parlé avant,
ils reprennent une des définitions possibles du zombie, qui est celle du corps sans âme. Et en fait, en Haïti, l'ethnologie nous l'a montré, il y a plusieurs sortes de zombies, il y en a deux principales. C'est soit un corps sans âme, et donc ça correspond bien à la définition ou la manière dont est présenté le zombie là, dans les jeux, ou alors un esprit sans corps. Ça s'appelle un zombie aussi. Et là, ça peut être justement des esprits qu'on capture. Si on a capturé un bout d'âme d'une personne, on en fait un zombie. Et puis il y a des gens qui vous vendent dans des petits flacons, bien bouchés, pour pas qu'ils s'enfuient, mais qui va vous porter bonheur, un zombie. Donc ça n'a rien à voir avec le zombie tel qu'on peut le voir dans les films de Romero. Donc on s'attache à une figure, mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est que les zombies en fait en Haïti, ils sont pas forcément morts. C'est bien, d'ailleurs au contraire, c'est des gens à qui on donne l'illusion de la mort. C'est-à-dire, soit on les empoisonne, soit on les ensorcelle. Ils sont dans un état qui ressemble à la mort, donc on va les enterrer, puis ensuite les faire ressortir de la tombe pour aller les faire travailler dans les champs. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment des morts vivants. On peut même leur faire retrouver leur état initial en leur donnant à manger ou de la viande ou du sel. Il ne faut jamais nourrir avec du sel un zombie, sinon il redevient lui-même, il reprend ses esprits et puis il se casse, il ne reste pas dans le champ. Ça c'est une légende qui est liée aux zombies. Donc on voit qu'en fait, c'est pas du tout retenu, on ne le retrouve pas dans la culture populaire aujourd'hui du zombie. Donc il y a eu tout un tas de transformations, et ça date déjà, donc, notamment des années 20, années 20, années 30, quand la figure du zombie commence à apparaître de plus en plus dans les magazines pulp, mais aussi dans un ouvrage qui s'appelle L'île magique, je crois, de William C. Brooks, qui les présente comme ça. Et en fait, c'est aussi mis en lien avec d'autres traditions de savants fous. Je vous parlais tout à l'heure de Frankenstein ou de Herbert West Reanimator, donc de manière dont on imaginait le fait de relever les morts à cette époque-là aux États-Unis dans des œuvres de fiction. Donc il faut faire le lien entre tout ça. Donc aussi cette taxonomie des monstres de Donjons et Dragons, en fait, elle simplifie grandement la complexité ethnographique, comme j'ai noté. Donc c'est vraiment, c'est pas représentatif finalement de ces traditions-là. Donc il y a un regard occidental et chrétien qui se construit sur ces traditions du monde entier. Dans ADD2, là, on va commencer à voir apparaître un autre phénomène, c'est la constitution de sous-branches. Jusque-là, le zombie, c'était un zombie, ou à la limite, il était rattaché au squelette. Mais là, on va avoir des zombies communs, des zombies de monstres, ou des zombies juju, comme ils appellent. En fait, le juju, c'est des croyances et des superstitions d'Afrique de l'Ouest, donc des pratiques surnaturelles et magiques et religieuses. Donc en fait, on va faire le lien cette fois avec l'Afrique. Donc là aussi, c'est un mélange, encore une fois, et sachant que de toute façon, le zombie haïtien est déjà inspiré aussi de pratiques surnaturelles africaines. C'est beaucoup d'esclaves qu'on avait emmenés en Haïti qui ont amené ces traditions avec eux, et elles ont été retravaillées dans ce cadre précis-là. Donc là, en plus, on va faire référence justement à d'autres traditions africaines. Et alors, vous avez ici des pâtés de texte, de longues descriptions, qui sont liés aux zombies. Donc là aussi, dans 2.5, vous avez encore plus de sortes. Là, vous en avez une qui est rigolo, c'est le zombie des mers. Donc c'est les gens qui sont morts en mer, mais qui en plus étaient mauvais. Et vous avez les seigneurs zombies. Ça, c'est les zombies les plus forts et qui dirigent d'autres zombies, qui ont un lien mental avec d'autres zombies. Donc on a de plus en plus de sous-branches. Mais ces sous-branches, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toujours constituées en fonction de la manière dont est morte la personne. Donc en fait, s'il y a des sous-branches, c'est parce que c'est des morts différentes. Donc le juju, c'est parce qu'on lui a enlevé toute sa vie d'une certaine manière. C'est pas parce que c'était un mort qui a été relevé, mais on a aspiré sa vie. Alors que le seigneur zombie, c'est un sort de rappel à la vie manquée. Donc quelqu'un qu'on a essayé de ressusciter, mais on s'est foiré, et du coup ça fait un seigneur zombie. Voilà. Donc c'est plutôt cette variation-là. Et donc là vous avez une petite illustration, et toujours dans la boîte d'initiation, comme je disais tout à l'heure, toujours le monstre de base. Vous avez le zombie, et puis cette fois le zombie juju dans la boîte d'initiation d'ADD. Donc je vous disais, description plus complète et variation. J'accélère un tout petit peu. Pour Donjons et Dragons 3 à 5, ça va aller assez vite. Donjons et Dragons 3, c'est un système, alors ça va donner lieu au système des 20. En fait, ce Donjons et Dragons 3, il a été fait pour simplifier, ou rendre plus cohérent les règles, parce que ADD, c'était un peu compliqué, pas toujours logique. Et là, on a essayé avec DD3 de faire quelque chose de plus cohérent. Dans ADD, il fallait des fois faire le plus haut, des fois faire le plus bas sur son dé, des fois jeter un type de dé, des fois un autre type de dé, etc. Donc là, on a essayé de faire en sorte que ça soit toujours plus ou moins la même chose. Et alors ici, le zombie, vous allez avoir des petits zombies.
Tiny zombies, small zombie, en anglais là, mais dit zombie moyen, zombie le grand, très grand, gargantuesque et colossal. Donc là, malgré, ou à l'encontre de l'expression populaire, la taille compte. Du coup, ça va être plus un zombie, va être grand, plus il va être puissant. Et souvent, les petits sont plus nombreux. Mais donc, vous avez de très grands, ça peut être des zombies de géants ou des zombies de dragons, par exemple. Et vous avez dans DD 3.5 qui en fait équilibre ce système-là des exemples. Donc par exemple, vous avez un petit zombie, ça va être un kobold, vous avez un humain, vous avez un troglodyte, etc. Donc là, on vous donne des créatures qui peuvent correspondre à ça. Donc c'est une petite mise à jour. Et vous avez aussi la manière de créer un zombie, les règles pour créer vous-même à partir d'une créature le zombie qui va bien. Et donc ça devient un archétype. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on n'est plus dans le zombie comme créature, mais le zombie comme état de créature. Ça veut dire qu'on prend la créature de base et on lui applique, on va le zombifier. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure plutôt de zombification. Et ça, on va le retrouver dans DD4. Alors là, par contre, DD4, vous avez très peu de descriptions. Là, ça nous montre quelque chose qui est en lien avec les règles aussi. DD4, c'est un jeu qui est essentiellement stratégique, avec très peu de background. Et là, par contre, on dit que les dépouilles, c'est des créatures de taille M à G, donc c'est un petit retour par rapport au C. On n'a plus de créatures très grandes qui sont zombies. Donc là, vous avez l'illustration avec différents types. Moi, je le trouve très dark, comme ça, là, avec son violet noir. Ça ferait presque peur. Et toujours dans les règles, des difficultés pour savoir, en fait, pour que les joueurs puissent savoir ce qu'est ce zombie ou pas. Et enfin, la dernière en date, la 5e édition de Donjons et Dragons. Donc vous avez le zombie aussi bien dans la boîte d'initiation que maintenant. Petite nouveauté, on a quelques monstres dans le manuel de base. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le zombie. Donc il apparaît dès le manuel du joueur. Et dans le manuel des monstres, donc là en anglais, déjà vous avez une description plus détaillée, donc on vient un peu à DD2, là, et c'est des descriptions d'ambiance. Ça aussi c'est intéressant, c'est un petit changement, on n'est plus seulement dans la règle stricto sensu, mais on va même dire, alors voilà, ça commence en nous disant vous entendez des pas qui raclent le sol, et puis un grognement sourd qui provient du coin des trucs. Donc en plus, le livre essaye de donner l'ambiance relative au monstre qu'il décrit. Donc ça donne en plus une atmosphère. Et là aussi, divers types de créatures peuvent être zombifiées. Alors je vous garantis, le tyranneuil zombie, ça, faudra déjà passer quelques niveaux avant d'aller le combattre, celui-là. Et donc qu'est-ce qu'elle nous dit, la description? La plupart des zombies sont faits de restes humanoïdes, bien que la chair et les os de n'importe quelle créature vivante peut être... on peut lui insuffler, voilà, merci, un semblant de vie. Donc toute créature, encore une fois, peut être transformée. On est toujours donc dans cette idée de zombification plutôt que de créature zombie. Et alors je vous disais tout à l'heure que le White, il avait aussi suivi sa petite évolution. Alors là, on voit, entre-temps, il a trouvé une armure et une épée, notre nécrophage, là. Vous avez vu comment il est badass. Et donc armé jusqu'au dents. Et on nous donne l'étymologie de zombie, de White. Et donc le White, en fait, ça veut dire créature. Donc là aussi, petit effort de la part des auteurs. On nous dit d'où ça vient, directement dedans. Et pourquoi je vous le dis, pourquoi c'est en lien avec les zombies? C'est qu'en fait, ces White, on nous dit qu'ils peuvent aussi, quand ils tuent des gens, créer des zombies. Voilà, donc petite fin là d'analyse, donc entre syncrétisme et homogénéisation, donc un mélange de plein de traditions culturelles, mais en même temps une homogénéisation, c'est-à-dire le type du zombie, comme je disais avant, il est moins complexe que ce qu'on peut trouver en Haïti, d'où vient le terme. Et il y a aussi une homogénéisation des représentations des morts vivants, de manière générale. Donc aussi, ça permet en sciences humaines et sociales de penser cette question de la permanence et du changement, donc comment évoluent les créatures et qu'est-ce qui reste comme trait, en fait, quand on s'approprie une créature, qu'est-ce qu'on garde. Voilà, donc je vous le disais, monstre classique, depuis les débuts de Donjons et Dragons, finalement, c'est une figure classique de la culture populaire, et on le voit très clairement. Et elle s'adapte, ou elle va vers l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on passe du zombie à cet état de zombification. Maintenant, simplement, si on devait continuer, là j'ai fait que de l'étude de contenu, on pourrait étudier les variations, les différents univers de Donjons et Dragons, différents suppléments, comment c'est utilisé dans tel ou tel scénario, dans tel et tel supplément. Il faudrait aussi étudier d'un point de vue sociologique les pratiques
comment les joueurs jouent et comment ils se les approprient. C'est pas forcément parce que c'est écrit d'une certaine manière que les joueurs vont le faire de cette façon-là. Et puis, bien sûr, il faudrait creuser un peu plus loin la question des origines, mais ça, il faut avoir accès à tous les documents. Donc voilà, il y a encore du travail en perspective pour tous ceux que ça peut intéresser. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation.